Le prince Albert II s'est envolé pour Monaco cet après-midi, bouclant ainsi une visite de 72 heures ici au Mali, visite marquée par l'ouverture du consulat de la principauté de Monaco à Bamako. Les experts de la Banque africaine de développement se concertent ici à Bamako. C'est pour la mise en route d'une technique d'amélioration des performances des projets financés par la banque dans le secteur agricole. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales en tournée d'information sur les préparatifs des élections de 2012, première étape au Koulikoro où le général Kafuna Kone a rencontré les préfets et les maires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue. Le prince Albert II de Monaco a bouclé aujourd'hui, en fin de matinée, sa visite d'état de travail et d'amitié au Mali. Un séjour marqué par la signature d'accords de coopération, mais aussi d'une série de visites de terrain consacrées aux réalisations de la principauté de Monaco. Voilà donc le prince de Monaco qui s'est envolé cet après-midi pour Monaco. Il est accompagné ici par le président de la République et salué par les membres du gouvernement, les corps constitués. Une visite qui a donc permis de renforcer les liens d'amitié entre Monaco et Bamako. Hier, le prince Albert II avait inauguré le consulat de la principauté siégeant désormais dans l'enceinte de l'hôtel Salam de Bamako, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du corps diplomatique accrédité au Mali, des personnalités du monde des affaires ainsi que du consul honoraire de Monaco. Le point avec Oumar Kouressi. Au-delà de son caractère purement protocolaire, la coupure symbolique du ruban marque un nouveau départ dans l'histoire des relations entre le Mali et la principauté de Monaco. Dès cet instant, un cadre adéquat vient d'être créé pour permettre au poste consulaire d'assumer pleinement sa fonction de représentation et de coordination. Les différents projets initiés par la principauté de Monaco au Mali depuis 2006 dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de la microfinance ont accéléré l'ouverture du consulat de Monaco au Mali. Fort de ce mouvement eh bien, nous avons d'un commun accord aussi été décidé non seulement de faire ces visites d'État, et puis cette visite a aussi un autre volet, puisque non seulement j'ai pu visiter la plupart de ces projets, et donc je pense que c'était un prolongement naturel que de vouloir avoir ces relations diplomatiques et consulaires et d'avoir un représentant de la principauté sur place. J'ai eu grand plaisir à inaugurer le consulat, les bureaux du consulat. Je crois que ça va être un prolongement très très significatif des activités de la principauté ici au Mali. Le cocktail servi en l'honneur du souverain monégasque a été l'occasion pour le consul honoraire de réaffirmer toute sa reconnaissance au prince Albert II pour lui avoir fait confiance en le nommant à ce poste. Il a salué les réalisations faites par Monaco au Mali, dont les résultats à tous les niveaux ont été salutaires. Outre le concours apporté par le gouvernement princier dans les domaines de l'éducation et de la santé, le Mali bénéficie également des actions que vous soutenez dans le cadre du programme Monaco Collectif Humanitaire. Ce programme a permis, de 2009 à nos jours, à une vingtaine d'enfants malades du cœur de se faire opérer au centre cardio-thoracique de Monaco. 2 d'entre eux et leurs parents sont parmi nous ce soir, Monseigneur, pour témoigner. Les affaires consulaires de Monaco étaient gérées depuis 2009 au Mali. Une trentaine de missions économiques et de solidarité internationale ont été accueillies depuis cette date dans notre pays. Aussi, un réseau de partenaires d'une cinquantaine de personnes venant de Monaco ont effectué le suivi de tous les projets financés par la principauté de Monaco au Mali à travers la direction de la coopération internationale.
Une autre activité du prince de Monaco lors de son séjour, c'est la visite ce matin du centre Charles Mérieux. C'était pour s'informer de l'état de mise en œuvre du projet laboratoire médecin de campagne. Ce projet est financé par la principauté de Monaco. Il vise à installer 9 laboratoires d'analyse dans les régions de Caille, Koulikoro et Ségou. La principauté de Monaco entend poursuivre son appui au centre Charles Mérieux pour améliorer davantage les prestations de la structure. Là-dessus, le point c'est avec Bourama Traoré. C'est à 9h42 que le prince de Monaco, son Altesse Albert II, est arrivé au centre Charles Mérieux. À l'accueil, le secrétaire général du ministère de la Santé, les responsables du centre et surtout les tout-petits, mobilisés pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque. Par cette visite au centre Charles Mérieux, le prince monégasque voulait s'enquérir des activités menées au niveau de la structure spécialisée dans la formation médicale, la recherche en santé et les diagnostics biologiques. Au niveau de ce centre, nous avons, on va dire, 3 types d'activités. Ce que le grand public connaît davantage, c'est les analyses de biologie médicale. Mais nous ne faisons pas que cela. Nous faisons beaucoup plus de la recherche et nous faisons beaucoup plus de formation en direction des professionnels de la biologie médicale, tant au niveau national qu'au niveau de la sous-région. Pour améliorer davantage ses prestations, le centre Charles Mérieux met en œuvre un projet dénommé Laboratoire médecin de campagne. C'est un projet de 3 ans financé par la principauté de Monaco. Il vise à installer 9 laboratoires d'analyse dans 3 régions administratives du Mali, à savoir Caille, Koulikoro et Ségou. Cette dernière région a déjà bénéficié de 3 laboratoires installés à Seribala, Katiena et Djabali. Des infrastructures qui ont commencé à porter fruit. Actuellement, ces 3 laboratoires font des diagnostics dans un certain nombre de domaines qui ont un impact global. Si je prends le paludisme, je vais vous dire, toute fièvre n'est pas forcément le paludisme. Ils sont à même de poser un bon diagnostic au lieu que le prescripteur soit là à administrer plusieurs drogues qui n'ont pas vraiment leur sens. Ils ont un impact parce que déjà, ça fait qu'on réduit considérablement la distance que les patients devraient parcourir pour aller faire tel ou tel examen. Et ensuite, ces laboratoires vont participer à la collecte des données épidémiologiques et donc rendre encore plus efficient ce système de collecte des données. Quant au prince monégasque, il n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de la visite, mais visiblement heureux d'avoir effectué le déplacement au centre Charles Mérieux, un centre inauguré en 2005 dont la mission principale est de lutter contre les maladies infectieuses par l'amélioration de la qualité du diagnostic biologique. La forte délégation d'hommes d'affaires monégasques qui accompagnait le prince de Monaco a rendu une visite de courtoisie à Madame le Premier ministre, conduit par le consul général de la principauté de Monaco au Mali. Les 15 hommes d'affaires monégasques ont rassuré le Premier ministre quant au renforcement de la coopération entre nos 2 pays. Vincent Loza, directeur de la Chambre de développement économique de Monaco, porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience, est au micro de Nando Dambélé. Les échanges ont été plus que fructueux. Nous ne remercierons jamais assez le gouvernement du Mali, Madame le Premier ministre, chef de gouvernement. Comme vous le savez, nous sommes ici avec une délégation d'entrepreneurs monégasques qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. C'est suite également à la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Monaco au mois d'octobre dernier. Entre-temps, nous avons beaucoup travaillé, nous avons bien préparé notre déplacement et nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui 2 signatures officielles d'implantation au Mali de sociétés monégasques qui ouvrent et des sociétés à Monaco et du développement au niveau principalement de la mine, de permis miniers. Nous avons d'autres sociétés qui œuvrent dans le domaine de l'agroalimentaire et qui sont sur un achat d'un terrain de 200 hectares pour la production de maïs. C'est en cours de finalisation. Je ne saurais les citer tous. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de ce déplacement, c'est un déplacement qui a été très bien travaillé. Nous avons été excellemment bien accueillis et nous pensons très sincèrement, et ce ne sont pas que des mots, que les affaires 1 se sont réalisées durant ce déplacement et 2, avant la fin de cette année, nous serons tous à même de voir que d'autres investissements monégasques se feront ici au Mali et avec le Mali.
Une autre audience, c'est celle que le président de la République a accordée cet après-midi à Koulouba au fondateur de la campagne Jésus qui guérit. L'évêque Dr Dag Edouard Mills est venu remercier le président Amadou Toumani Touré pour son appui et prier pour la paix. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. We are here on a mission. We have come from Ghana. Nous sommes venus du Ghana en mission pour remercier le président de nous avoir reçus dans son pays. Et numéro 2, c'est d'apporter le message de Jésus-Christ à lui personnellement ainsi que la nation du Mali. Et aussi pour prier pour le président et le pays pour la paix. La campagne Jésus qui guérit, c'est de proclamer le message de Jésus-Christ. C'est de proclamer le message que Jésus-Christ est vivant, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Si la campagne est faite pour la prière, prier pour les malades afin que la puissance de Dieu puisse se faire remarquer dans le pays. C'est pourquoi c'est appelé la campagne de Jésus qui guérit. Et c'est aussi pour faire des consultations gratuites et médicaux pour le peuple qui viendront assister. Et ils ne payent rien, c'est gratuit. Comment se passe la campagne? La campagne se passe très bien, nous sommes très contents. Il y a des milliers de personnes qui arrivent chaque soir et il y a beaucoup de témoignages de la guérison des Maliens. Les experts de la Banque africaine de développement des pays francophones d'Afrique réfléchissent sur la technique d'amélioration des performances financières des projets agricoles. C'est au cours d'une rencontre consacrée à la gestion financière des projets agricoles d'Afrique de l'Ouest francophone. Ces assises de 3 jours permettront aux participants d'échanger sur les dispositifs à mettre en place pour améliorer le taux de décaissement au niveau des projets et programmes financés par la BAD. Le compte rendu avec Abdraman Maïga. Évaluer le niveau de performance des projets par rapport aux attentes de la Banque africaine de développement et tracer sur la base des résultats obtenus les nouvelles orientations permettant d'améliorer le dispositif de gestion financière des projets. Tels sont entre autres objectifs de cet atelier sur la performance financière des projets du département de l'agriculture et de l'agro-industrie. Cette rencontre sous-régionale regroupant les représentants des pays francophones d'Afrique fait suite à un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles le retard dans la préparation et la faible qualité des états financiers, le retard dans le recouvrement des auditeurs externes, l'inadéquation des termes de référence et la faible capacité institutionnelle des agences d'exécution. C'est pour trouver des solutions à ces difficultés que le présent atelier a été initié par la Banque africaine de développement. Comme vous le savez, la gestion financière est un processus dont l'objectif principal est d'optimiser les avantages financiers et économiques d'un investissement. Elle permet de garantir la responsabilité et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques. Cette rencontre doit également permettre aux participants d'analyser les difficultés rencontrées par les projets et programmes financés par cette institution financière dans les pays d'Afrique francophone. En termes clairs, il s'agit pour les participants à cet atelier de Bamako de discuter sur les stratégies permettant d'améliorer les performances des différents projets de la BAD en vue d'une augmentation prochaine du taux de décaissement. Cette initiative est la preuve manifeste de la volonté de la BAD de gagner le pari de la réduction de la pauvreté dans le monde rural en misant sur la qualité des ressources humaines dans la stratégie de mise en œuvre des projets. Pour y arriver, 3 jours seront mis à profit par les participants pour étudier et améliorer leurs connaissances sur un certain nombre de thèmes relatifs à la gestion financière des projets dans le secteur agricole. Il s'agit notamment du contrôle interne et de la préparation des états financiers, de l'audit des comptes du projet et ses implications, du plan de passation des marchés et du décaissement et enfin des techniques de préparation du plan de décaissement d'un projet. 5 micro-projets viennent d'être lancés par le programme des Nations Unies pour le développement. Ces projets devront contribuer à la lutte contre la dégradation de l'environnement afin de permettre le développement socio-économique dans le bassin du Sankarani, dans le cercle de Yanfolila. Ces projets ont coûté 123 millions de francs CFA. Les précisions avec Amadou Ouattara. Ces 5 ONG qui bénéficient de ce financement sont toutes membres de la convergence des actions pour le bassin du Sankarani-Kaza. Ces ONG œuvrent dans le cadre de la préservation et la protection de l'environnement dans le cercle de Yanfolila. Les 10 projets portent sur les problématiques environnementales pertinentes, d'actualité que constituent les changements climatiques, la biodiversité et les polluants organiques persistants. Les localités cibles de ces problématiques environnementales dans le bassin du Sankarani constituent des zones d'intervention prioritaires du
PMFM, regorgeant d'importantes ressources environnementales. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, ces micro-projets ont coûté la bagatelle de 123 millions de francs CFA. En plus des 5 ONG membres de la CASA, s'ajoute Mali Folk Center. De la mise en œuvre du programme à ce jour, plus d'une centaine de micro-projets de développement local ont été financés. Ils ont été réalisés dans les localités où les préoccupations environnementales sont les plus significatives, à savoir dans le bassin du Sankarani, la boucle du Baoulé, la réserve du Bafing, le delta intérieur du Niger et le gourmand des éléphants. Au ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, on se réjouit de la mise en œuvre de cet important programme qui contribuera sans nul doute à lutter contre les effets néfastes qui agissent sur l'environnement. Les 5 projets financés sont pertinents. À ce titre, ils seront d'un apport capital pour les populations bénéficiaires dans le cadre de la préservation des ressources environnementales du bassin du Sankarani. Le lancement du programme a été effectif à travers un sketch de sensibilisation et une visite de terrain. Le programme dure 2 ans. Les travaux des 1552 nouveaux logements sociaux de Tabakoro sur la route de Ségou avancent normalement. Le constat a été fait aujourd'hui par le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme en visite sur le chantier. Les travaux qui ont démarré en janvier dernier seront bouclés d'ici fin avril prochain. Tiemoko Konati est allé voir. 1552 nouveaux logements sociaux à Tabakoro sur la route de Ségou, au grand bonheur de la population malienne. Après une première visite effectuée en fin janvier, le ministre de tutelle était sur le site ce mardi pour s'enquérir de l'état des lieux. Constat, les travaux avancent normalement. Je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain. Parce que lors de ma dernière visite, les entreprises ont encore été au niveau soit des bétons de propriété, soit au niveau de soubassement. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils ont avancé jusqu'au niveau du premier chaînage. Ces logements dont la réalisation est assurée par 21 entreprises sont de type F3 et F4. Les travaux qui ont démarré en janvier dernier seront bouclés d'ici à fin avril prochain, délai contractuel. Ils sont en train d'aller maintenant au niveau de la couverture de la dalle. Donc ils ont dépassé en tout cas les prévisions contractuelles. La réception pourra se faire courant mai. La réalisation de ces logements constitue un pas important dans la mise en œuvre du programme de développement économique et social du président de la République. Le président a pris comme engagement pendant le second mandat maintenant de délivrer à la population 10 000 logements. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase d'atteindre cet objectif et sinon même dépasser. Le ministre Diallo s'est dit optimiste pour le respect du délai contractuel. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le général Kafuguna Kone, lui a entamé aujourd'hui une tournée d'information sur les préparatifs des élections de 2012. Une visite de terrain qu'il a commencé par Koulikoro. La rencontre de Koulikoro a regroupé ce matin dans la salle Siramouri Diabaté les préfets, les sous-préfets, les maires, les secrétaires généraux des communes et représentants de la société civile venus des différents cercles de la région. Adou Koulibaly. Le général Kafuguna Kone a rencontré les acteurs sociaux professionnels de Koulikoro sur l'état des préparatifs des élections de 2012. Pour les autorités régionales, toutes les dispositions sont prises au niveau de la deuxième région pour une bonne organisation des élections. La région souhaite vivement disposer à bonne date de tous les instruments juridiques nécessaires, notamment la nouvelle loi électorale, ces décrets d'application relatifs à la gestion des candidatures, les imprimés de récépissés de candidature et le chronogramme général afin d'inscrire toutes ces actions dans le respect scrupuleux des différentes échéances. Cette rencontre de Koulikoro a été l'occasion pour le ministre en charge des collectivités territoriales de faire le tour d'horizon des différentes actions que le département a entamées pour une élection paisible et transparente au Mali. Les dispositions idoines sont déjà prises pour l'acquisition et la mise en place à temps de l'ensemble du matériel
et des documents électoraux, les tout sur le financement du gouvernement avec l'accompagnement de certains partenaires tels que le PNUD, l'Union européenne, le Japon, le Canada et les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID. Le ministre Koné a aussi profité de cette tribune pour inviter les préfets et sous-préfets à prendre toutes les dispositions pour la gestion des cartes d'électeurs, de respecter le chronogramme des élections, de sensibiliser les populations sur le bulletin unique. C'est pourquoi, dès à présent, vous devez vous atteler aux principales tâches d'organisation technique et matérielle des élections. Au sortir de la rencontre du Koulikoro, le ministre Kafougouna Koné a exhorté tous les administrateurs d'œuvrer avec beaucoup de compétences techniques dans le respect strict du principe de neutralité et en concertation permanente avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Ici à Bamako, les assises consacrées aux observateurs des élections viennent de prendre fin. Cette session qui a pu débattre de l'environnement légal et réglementaire des droits et devoirs de l'observateur au cours des élections générales de 2012, c'était une initiative de l'APEM. Alpha Maïga nous donne plus de précisions. À l'issue de 2 jours de travaux, les formateurs chargés de former 1000 observateurs pour les élections générales à venir ont traité les droits et devoirs de l'observateur. Également, ils ont été outillés sur l'environnement légal et réglementaire. Ainsi, les 1000 observateurs qui seront formés sur l'ensemble du territoire national seront permanents dans les bureaux de vote à l'ouverture aussi bien qu'à la clôture de chaque scrutin. Ils vont ainsi constater le déroulement des opérations de vote d'une part et transmettre les imperfections constatées d'autre part. Le réseau APEM entend ainsi surveiller avec professionnalisme et surtout rigueur le processus électoral en cette année 2012 au Mali. C'est la première fois que l'APEM va faire une observation systématique. Donc aucun des détails du processus électoral de 2012 ne va et ne peut ou ne pourra échapper à l'œil critique. Et je pense que à travers cette session de formation, l'APEM marque le pas décisif et résolu pour aller vers des élections crédibles, transparentes et équitables. De Kaya Kidal, que le bureau exécutif du réseau APEM est très content. Le bureau exécutif se sent vraiment très honoré par notre présence massive et surtout par le fait que le tiers des participants à cette session de formation soient des femmes. Cette formation de formateurs sera sanctionnée par des attestations qui vont prouver à la postérité que vous avez participé tel jour à telle formation. Le réseau APEM, c'est une 50aine d'associations et organisations non gouvernementales, des structures les plus représentatives en ce qui concerne l'état de droit et la démocratie au Mali. Demain, jeudi 16 février, se tiendra ici à Bamako la 12e édition du Forum de Bamako. Le Forum de Bamako est un espace d'échange et de partage des savoirs sur les enjeux du développement du continent africain. Le thème choisi cette année est « Quel État pour l'Afrique au XXIe siècle ?» Ce forum va regrouper des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des universitaires, experts et représentants de la société civile ainsi que des médias. Et pour d'amples explications, écoutons Abdullah Koulibaly, vice-président de la Fondation du Forum de Bamako. Il est au micro de notre reporter Adama Tangara. Cette année, nous avons pris le thème sur l'État. Pourquoi? Parce que avec la crise dans le monde, on s'est rendu compte que la problématique de l'État se pose partout, dans tous les continents. Et donc nous avons décidé pour anticiper, parce que l'objectif du Forum aussi, c'est de faire la prospective pour positionner nos États pour gagner demain, afin que lorsque les crises qui sont en train de secouer les grands continents, lorsque ces crises arrivent, nous soyons prêts. Voilà en gros l'objectif d'un tel forum. On a pris cette thématique, il est vaste. Mais pour traiter cette thématique, nous avons choisi de commencer par le leadership. Parce que qui parle d'État, qui parle d'organisation, il faut un leader qui est un visionnaire et qui va agir dans des domaines donnés pour faire réussir cet État. Nous avons choisi d'abord le leadership
Et ensuite, l'éducation. Parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'État sans éducation. Et aujourd'hui, le système éducatif dans beaucoup de nos pays est malade. Quel type d'éducation, système éducatif il faut pour nos États? Donc nous avons fait appel à un des plus grands professeurs africains, un Camerounais d'origine qui est professeur d'université en Afrique du Sud, Achille Bembe, qui viendra plancher sur ça. Mais une fois que lui il a planché sur ça, nous avons demandé à la Banque mondiale qui fait venir Sélexin Monga, qui va nous présenter qu'est-ce qu'il faut, quel État stratège faut-il pour nos États au XXIe siècle. Alors une fois qu'on a travaillé sur ça, nous nous sommes dit, un État a besoin de gouvernance, parce qu'il est difficile de gérer un pays sans une certaine transparence et une certaine méthode structurée de gestion. Et donc cette gouvernance va être traitée. Nous avons choisi quelqu'un de chez nous, Ousmane Sy, le ministre Ousmane Sy, qui va parler de la gouvernance locale. Et une fois qu'on aura fait tout ça, nous allons faire nos recommandations. On va remettre ça au président de la République qui nous fait l'honneur, depuis bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir, de recevoir nos conclusions et recommandations et de nous faire aussi, et nous donner son point de vue sur ça. Le forum dure en fait 3 jours à l'hôtel Radisson et on continuera les travaux, puis après, le reste des travaux se poursuivront au pôle universitaire Amadou Hampâté-Bâ. Un nouveau bâtiment et une route bitumée de 340 mètres pour l'École nationale de police. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de formation et de travail des agents. La cérémonie de réception a eu lieu cet après-midi même dans les locaux de la police nationale. Lamine Keita est allé voir. Un bâtiment flambant neuf composé de dortoirs, de bureaux, de toilettes et de magasins et une route bitumée. Voilà les infrastructures que vient de recevoir l'École nationale de police. Elles ont été gracieusement offertes par le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, la Direction nationale des routes et le Paris mutuel urbain. L'exécution avec célérité de l'ensemble des travaux ainsi réalisés constitue le témoignage éloquent de votre solidarité et surtout votre souci constant de participer au développement de notre pays. La réalisation de ces infrastructures intervient dans le cadre de la réhabilitation de l'École nationale de police. Le but est la création d'une bonne condition de travail du policier malien. La direction de l'École nationale de police promet et s'engage solennellement à ne rien ménager pour l'entretien et le suivi des nouvelles infrastructures, routes comme bâtiments. Aussi, promettons-nous de donner un enseignement propre et digne du cadre de travail que vous venez de nous offrir. En marge de la cérémonie, l'assistance a eu droit à une démonstration de maintien d'ordre suivie d'un défilé sous le son de la fanfare de la police nationale. Inauguration hier après-midi d'un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle à Sébenikoro. Le centre est financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par l'ONG Indamali et Caritas Allemagne. Il devra favoriser l'insertion de nombreuses couches vulnérables. Fatma Kone. Financé à hauteur de 600 millions de francs CFA, ce centre est composé de 10 ateliers d'apprentissage. Il s'agit essentiellement d'ateliers de coupe et couture, de coiffure, de cordonnerie, de teinture, de construction métallique, entre autres. Le tout servira de cadre d'apprentissage professionnel pour au moins 100 enfants en situation difficile dans la commune 4. Nous avons une population jeune. La prépondérance de la jeunesse dans la population est à la fois une chance et un défi. Une chance si on arrive à faire des jeunes des artisans du développement. Un défi parce que nous devons nous doter des moyens pour faire de ces jeunes des artisans du développement. Le premier moyen à mettre entre les mains d'un jeune pour qu'il devienne artisan du développement, c'est lui donner une compétence qui lui permettra d'être créateur des richesses. Ce qui a été fait ici va dans ce sens. C'est justement pour contribuer à la formation qualifiante des jeunes, mais aussi à permettre à ceux qui sont en rupture familiale et sociale d'avoir un premier contact avec le métier et de pouvoir se stabiliser et s'insérer dans la vie active. L'accueil, l'écoute, l'orientation constituent les premières activités au niveau de ce centre. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le ministre a profité de l'occasion pour interpeller les initiateurs, à savoir Enda Tiers-Monde et Caritas, à plus d'entretien de ce centre de réinsertion socio-professionnelle.
Les enfants d'Enda Tiers-Monde ont présenté un sketch sur la situation des enfants de la rue, la scolarisation, l'importance de la formation professionnelle. Le projet CASEM, la vision africaine des mines et l'initiative pour la transparence des industries extractives étaient au centre d'une session organisée par la Banque mondiale à l'intention des ministres africains des mines. C'était en marge de la conférence internationale des ministres africains des miniers et des opérateurs miniers du monde à Cape Town, en Afrique du Sud. Le ministre des Mines, Amadou Cissé, a présenté un panel sur la vision africaine des mines et l'initiative pour la transparence des industries. Le commentaire avec Djemba Moussa Konati. En marge de la conférence de Indaba Mining, la Banque mondiale a organisé des sessions sur son nouveau projet, le CASEM, pour la promotion des petites mines et les mines artisanales, sur l'initiative pour la transparence des industries extractives et la vision africaine des mines. Le ministre Amadou Cissé a, dans sa présentation, dit toute l'importance de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour nos États, car elle met l'accent sur la bonne gestion des ressources générées par l'exploitation minière. D'ici aujourd'hui, il y a environ 21 pays africains qui sont engagés dans la démarche. Et le Mali est un pays aujourd'hui très avancé, qui a été déclaré pays conforme en août dernier. Nous sommes en tête, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui sont engagés dans la démarche. D'autres suivent, n'ont pas eu la chance, comme le Mali, d'être, n'est-ce pas, désigné pays conforme. Donc il fallait qu'on se rencontre pour échanger, pour voir quel avenir pour le tuer. Et comment faire en sorte que des autres pays qui n'ont pas adhéré puissent adhérer, n'est-ce pas, à cette initiative. Les pays ont compris tout l'enjeu et ont compris pourquoi il faut être transparent. Pour ce qui est de la vision africaine des mines, elle veut que les pays africains réfléchissent mieux à une meilleure exploitation de nos ressources. Le premier point, c'est la vision africaine des mines. Comme vous le savez, un document qui a été validé en décembre dernier à Addis Abeba, avec son plan d'action. Donc il fallait qu'on se rencontre autour de ce document-là et voir quelle suite à donner à ce document-là. Sans oublier que la prochaine rencontre se fera, n'est-ce pas, au Mali, et en fin du premier trimestre 2012. À travers ce nouveau projet CASEM, la Banque mondiale veut promouvoir les petites mines et les mines artisanales. Une manière, somme toute, de réduire la pauvreté sur le continent. La Banque mondiale, à l'issue de cette session, recommande une synergie d'action des ministres africains des mines. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. Réaction sur la situation au Nord Mali, l'Association pour le soutien aux efforts de développement du Cercle d'Ansongo, le mouvement des femmes de l'URD, le syndicat des travailleurs des transports d'État, le réseau de plaidoyer pour la paix, la sécurité et le développement dans les régions du Nord Mali et sympathisants, le comité exécutif national du syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Tous condamnent les récentes attaques dans le Nord Mali et réitèrent leur soutien à l'armée nationale dans sa mission de défense du territoire national. Le Forum international sur la paix et l'entente de Kita s'est tenu du 11 au 12 février dernier et durant 2 jours de débat, les participants venus de tous les cercles de Kita ont adopté une déclaration. La rencontre a donné l'occasion aux décents délégués de déplorer et de condamner les actes d'incivisme récurrents tout en exhortant les autorités locales à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Envoyé spécial à Kita, Lamine Keita. Organisé par l'Association pour le développement économique, social et culturel de Kita Ades, ce forum avait pour objectif principal de restaurer le dialogue et l'entente, d'une part entre les communautés elles-mêmes et d'autre part entre les populations et les services administratifs de la circonscription de Kita. La plus grande recommandation que j'ai à faire par rapport à l'endroit des différents participants, c'est d'éviter la passion, d'éviter de rêver les vieux problèmes et d'éviter surtout de penser que ce forum est un tribunal. Le forum n'est pas un tribunal. Ce forum a été rendu possible grâce au soutien du programme Gouvernance partagée de la sécurité et la paix. De façon générale, nous sommes satisfaits parce que tous les acteurs se sont engagés. Et comme la sécurité n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix, je pense que cette action va promouvoir la paix et la sécurité dans le cercle de Kita. Comme l'ont reconnu les participants, la rencontre de Kita était nécessaire pour endiguer toute velléité de conflits dans les communes, surtout à la veille des élections générales de 2012. Je formule le vœu que les recommandations qui seront issues de ce forum ne soient pas gardées dans les territoires, parce que nous pensons que toute
les informations, toutes les préoccupations ont été prises en compte, ont été débattues. Au lieu de venir chaque fois faire les pompiers pour éteindre les feux déjà allumés, nous avons cette fois-ci opté pour aller dans la prévention. Et c'est ainsi que nous avons décidé de réunir tous les ressortissants du cercle de Kita pour débattre des problèmes de sécurité dans notre cercle. Les participants au forum ont formulé une série de recommandations, entre autres l'implication des griots et des communicateurs traditionnels dans la résolution des conflits sociaux, l'acquittement des populations de leurs devoirs, le dialogue permanent entre les autorités et la population. Le forum a pris fin par des bénédictions en faveur de la paix et l'entente partout au Mali. Voilà encore une fois de plus toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Les États-Unis se disent profondément préoccupés par les incidents en cours au Nord Mali, condamnent les attaques perpétrées par des groupes armés contre un certain nombre de villes du Nord. Ces actions entreprises par ces groupes qui prétendent défendre les droits des Maliens menacent plutôt le bien-être de tous les citoyens maliens. Nous rappelons donc les États-Unis qui signent ici qu'ils rappellent à la reprise du dialogue pour trouver une solution pacifique au conflit en cours. Et puis le collectif des partis politiques du Mali qui convie la presse nationale et internationale à une conférence de presse demain jeudi 16 février 2012 à partir de 10h à la Maison de la Presse. C'est toujours dans le cadre de la gestion de la crise du Nord. Direction Goundam maintenant pour parler de la fête du Mawloud, une fête marquée par des prières, la lecture du Saint-Coran, les récits et louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La fête du Mawloud à Goundam a vu la présence de la diaspora. C'est ce que nous signale notre correspondant Moulay Saya. À Goundam, les fidèles ont célébré dans une grande liesse populaire le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comme partout ailleurs chez les musulmans, de la nuit jusqu'au petit soir, c'est partout des lectures du Saint-Coran, les récits, les éloges du prophète Mohammed, salatu wassalam. Dans la grande mosquée de Goundam et toutes les rues qui mènent à ce lieu de culte, les croyants ont répondu présents pour assister à la Fatiha qui consacre la fin du Mawloud, un moment sacré pour les musulmans. Le maire de la commune de Goundam, Madame Sek Oumoussal, prenant la parole, a rassuré les populations par rapport à la paix et à la sécurité. Elle a ensuite exhorté les populations à ne pas faire l'amalgame et à rester calmes et sereines. À la Fatiha, les imams et les fidèles ont prié et formulé des vœux pour la paix, la sécurité et beaucoup de plus pour le Mali tout entier. À la faveur de cette fête, la diaspora de Goundam, comme à l'accoutumée, a remis aux jeunes de la ville un important lot de matériel sportif composé de maillots, de ballons et de crampons d'une valeur de plus de 250 000 francs CFA. Ici à Bamako, les forces armées et de sécurité viennent de recevoir des dons composés de riz et des enveloppes pour assister les combattants, veuves et orphelins des hostilités du Nord Mali. Les cérémonies de remise ont eu lieu au ministère de la Défense et des anciens combattants et à la direction du service social des armées. Compte rendu, Mariam Sagara. Les forces armées continuent de recevoir des dons des citoyens pour les familles des victimes des attaques et pour des combattants sur le terrain. Le grand distributeur céréalier du Mali, GDCM, vient d'offrir 30 tonnes de riz au ministère. Ensuite, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali, a remis 1 million de francs CFA pour la même cause. Ce réseau est en collaboration avec 12 autres associations féminines, notamment WILDAF, l'Union des femmes handicapées, les femmes opératrices économiques, la FENACOF, la FENAFER, la CAFO, entre autres. Merci les femmes d'avoir accepté de faire le déplacement pour recevoir ce fonds et accepter ce témoignage de solidarité de l'ensemble des femmes du Mali à travers les réseaux qui ont aujourd'hui contribué à réunir cette petite somme. Ce n'est pas tout. Le syndicat national de l'enseignement supérieur, SENUSUP, a à son tour remis une enveloppe symbolique à l'endroit des forces combattantes, les veuves et orphelins. Sport football, vous l'avez vécu en direct, la Ligue des champions d'Europe, le match des huitièmes de finale aller entre le Milan AC et Arsenal, interrompu à 2 minutes de la fin, s'est achevé avec la victoire 4-0 du Milan AC devant Arsenal.
C'est ce vendredi 17 février 2012 que le Festival international Soninké ouvre ses portes à Caille. Information donnée ce matin au cours d'un point de presse. Plusieurs activités sont au programme, parmi lesquelles des conférences. Ce point de presse a été donc suivi par Alpha Maïga. Il s'agissait au cours de cette conférence de presse d'informer l'opinion nationale et internationale sur la tenue de la deuxième édition du Festival international Soninké. Un festival qui aura lieu à partir de ce vendredi à Caille et pour 3 jours. L'esprit du festival, c'est justement mettre en réseau l'ensemble de toute cette énergie qui se développe au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et ailleurs, les mettre en réseau de façon à ce qu'on partage l'expérience et qu'on soit en relation plus continue. Nous avons estimé que c'est important de poursuivre cette action-là et cette mise en relation, les uns et les autres ont considéré que c'est important et il faut le poursuivre. Comparativement à la première édition où 40 millions de francs CFA ont été investis dans l'organisation, pour cette deuxième édition, selon les conférenciers, le budget de 2012 a été arrêté à la somme de 60 millions de francs CFA. En termes d'innovation, au niveau de la participation, en plus des pays voisins comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, cette année, la deuxième édition du Festival international Soninké verra la participation des délégués des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne et des 2 Guinées. Outre l'aspect festif, conférence-débat, les questions économiques seront au centre du festival. Le Festival international Soninké, c'est un seul objectif, la promotion de la culture soninké. Et pour cela, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et des langues nationales tient à accompagner le festival, nous a-t-on dit. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keïta, a visité ce matin à l'ACI 2000, la salle multifonctionnelle de basketball. Voilà, vous le voyez sur les images. Cette visite du ministre avait pour but de s'assurer de l'état d'avancement du chantier. Il a ainsi fait le tour de l'édifice en compagnie des responsables de l'entreprise chinoise Covec Mali qui assure l'exécution des travaux. Le ministre a tenu à rassurer la partie chinoise que l'État mettra tout en œuvre afin que le délai fixé soit respecté. On va rappeler que la nouvelle salle aura une capacité de 5000 places. Voilà donc visite de terrain du ministre des Sports. C'était ce matin le ministre Djigiba Keïta qui était à l'ACI 2000 à la salle multifonctionnelle de basketball. Sur ce, se referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir et à demain.